Appendice sur une nouvelle interprétation de la philosophie politique de Platon. Le récent livre sur Platon du professeur Wilde n'est pas purement et simplement un ouvrage d'histoire. Sa présentation de la doctrine platonicienne sur l'homme est animée d'un zèle de réformateur et elle veut provoquer une réorientation radicale de la philosophie, de la culture. Profondément insatisfait de la philosophie moderne sous toutes ses formes et ne voulant pas se réfugier dans le thomisme, Wilde revient à la philosophie classique, à l'enseignement de Platon et d'Aristote, qu'il tient pour l'enseignement vrai. Aujourd'hui, très peu de gens sont prêts à accepter sa prémisse fondamentale. Mais on peut prédire sans risque que le mouvement inauguré, si l'on peut dire, par ce livre dans ce pays, aura de plus en plus d'influence et de poids au fur et à mesure des années. Quoi qu'on puisse penser de sa thèse ou de son livre, la question qui est au fondement de son livre et à laquelle son livre est une réponse va, à ma connaissance, plus profondément aux racines des problèmes des sciences sociales que toute autre question posée ces temps derniers dans une publication. Cette question porte sur la légitimité de l'approche moderne sous toutes ses formes, par opposition à l'approche classique. Elle fait revivre, après plus d'un siècle de silence, la question connue sous le nom de la querelle des anciens et des modernes, que l'on supposait généralement avoir été résolue, sinon par Newton et Rousseau, en tout cas par Hegel. Le livre de Wilde montre assurément que cette question apparemment désuète est redevenue une question. En fait, seuls ceux qui se précipitent là où des hommes raisonnables craindraient de faire un pas de plus prétendront qu'elle a déjà trouvé, ou qu'elle pourrait encore trouver, une réponse satisfaisante. Nous commençons à peine à nous rendre compte de la portée et de l'étendue de ces implications. Dans le livre de Wilde, cette question souterraine est ce qui doit exiger l'attention la plus sérieuse de tout spécialiste des sciences sociales qui ne veut ni être appelé un obscurantiste. Les preuves de la dernière sévérité que la civilisation moderne subit devant nos yeux sur le plan pratique s'accompagnent d'une critique de plus en plus insistante des principes de la civilisation moderne sur le plan théorique. Une simple attitude défensive ne peut suffire pour affronter cette critique. Le fait de se défendre n'implique pas la vérité. Le monde abonde en positions défensives inconciliables les unes avec les autres. Se limiter à la défense d'une position signifie réclamer les avantages de la prescription, mais on ne peut pas jouir de ces avantages sans s'exposer au soupçon raisonnable de défendre un intérêt acquis d'une espèce ou d'une autre qui ne supporterait pas l'examen d'un tiers impartial. Prétendre aux avantages de la prescription est particulièrement inconvenant de la part de ceux qui acceptent les principes modernes, des principes inséparables de l'exigence de libérer son esprit de tous les préjugés. On peut dire que le simple fait de se résoudre à une position défensive implique la perte d'une très importante liberté, d'une liberté dont la célébration est la cause du succès de l'aventure moderne. Ceux qui défendent une position ne peuvent pas se permettre de douter radicalement. Les adeptes des principes modernes qui sont incapables de prendre une distance critique par rapport aux principes modernes, de considérer ces principes non pas du point de vue qui leur est coutumier, mais du point de vue de leurs adversaires, ont d'ores et déjà admis leur défaite. Ils montrent par leurs actes que leur fidélité est une fidélité dogmatique envers une position établie. Ainsi, la seule réponse légitime à la critique des principes modernes, légitime sur la base de ces principes eux-mêmes, est leur réexamen libre et impartial. La nature des principes modernes prédétermine la méthode d'un tel réexamen. Ces principes furent élaborés en opposition aux principes de la philosophie classique et au moyen de la transformation des principes de la philosophie classique. Jusqu'à ce jour, aucun partisan des principes modernes n'a été capable de les affirmer avec le moindre degré de netteté, sans attaquer explicitement et avec plus ou moins de passion les principes classiques. Par conséquent, un examen libre des principes modernes se fonde nécessairement sur leur confrontation scrupuleuse avec ceux de la philosophie classique. Les confronter avec les principes de la philosophie médiévale ne suffirait pas. En général, la philosophie médiévale a en commun avec la philosophie moderne le fait qu'elles sont toutes deux, bien que de manière différente, influencées par l'enseignement de la Bible. Cette influence ne devient pas nécessairement un sujet d'investigation critique si l'on confronte la philosophie moderne avec la philosophie médiévale, tandis qu'elle vient nécessairement au centre de l'attention si l'on confronte la philosophie moderne avec la philosophie classique. Par ailleurs, ce fut la philosophie classique, plutôt que la philosophie médiévale, que les fondateurs de la philosophie moderne ont attaqué. En tout cas, les fondateurs de la philosophie moderne concevaient leur œuvre comme dirigée contre la philosophie classique sous toutes ses formes.
dans les passages de leurs écrits, où ils expriment le plus clairement leur intention. Ils ne font même pas mention de la philosophie médiévale en tant qu'adversaire important. Il serait erroné de croire que les principes qu'il s'agit de confronter les uns aux autres, et particulièrement ceux de la philosophie classique, sont aisément accessibles dans les ouvrages des historiens de la philosophie. Les modernes qui étudient la philosophie classique sont des hommes modernes et partant, ils se rapportent presque inévitablement à la philosophie classique d'un point de vue moderne. C'est seulement si l'étude de la philosophie classique s'accompagnait d'une réflexion constante et sans pitié sur les principes modernes, et partant d'une liberté par rapport à l'acceptation naïve de ces principes, que la perspective d'une compréhension adéquate de la philosophie classique de la part d'hommes modernes serait envisageable. Ainsi, il en est le fait que l'on trouve rarement, si même on en trouve, des études sur la philosophie classique qui ne fassent un ample usage de la terminologie moderne. Il introduit ainsi constamment des pensées non classiques dans ceux qui prétendent des présentations exactes de la philosophie classique. Jusqu'il y a relativement peu de temps, la plupart de ceux qui se penchaient sur la philosophie antérieure partaient de l'hypothèse selon laquelle la philosophie moderne est fondamentalement supérieure à la philosophie classique. En conséquence, ils étaient contraints de tenter de comprendre la philosophie classique mieux qu'elle ne se comprenait elle-même, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient complètement et sincèrement satisfaire à l'exigence de la compréhension historique authentique ou de l'exactitude historique, exigence suivant laquelle il faut essayer de comprendre les penseurs du passé exactement tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Il est évident que notre compréhension de la pensée du passé aura tendance à être d'autant plus adéquate que nous serons plus intéressés à la pensée du passé. Mais on ne peut pas s'y intéresser avec sérieux, on ne peut y être conduit par une passion philosophique si l'on sait au préalable que la pensée du présent est fondamentalement supérieure à la pensée du passé. Cela est confirmé par l'opinion généralement acceptée selon laquelle l'école historique, au sens large du terme, a engendré une compréhension historique meilleure et une conscience plus vive des exigences de l'exactitude historique que celle de la philosophie du XVIIIe siècle. Ces romantiques ne croyaient pas à la supériorité essentielle de leur temps sur le passé. La fusion de l'intérêt philosophique et de l'intérêt historique, que nous pouvons constater en particulier autour de l'année 1800 en Allemagne, et dont est issue l'analyse moderne de la philosophie classique, était animée par une nostalgie de l'âme envers l'Antiquité classique. On peut faire remonter à ces années décisives et la grandeur et les défauts de la compréhension moderne de la philosophie classique. On se bercerait d'illusions si l'on croyait que les pensées fondamentales d'hommes tels que Friedrich Schlegel et Hegel ont cessé d'être le fondement philosophique de notre compréhension des classiques simplement parce qu'un grand nombre de leurs affirmations particulières ont été rejetées par leurs successeurs ou par leurs adversaires. Ces penseurs, guidés par la distinction de Schiller entre poésie naïve et poésie sentimentale, concourent la pensée des classiques comme une pensée naïve, à savoir comme une pensée directement liée à la vie et comme manquant pour cette raison de la réflexion propre à la conscience de soi moderne. Par conséquent, quelle que soit la supériorité de leur compréhension historique sur celle des Lumières, leur jugement ultime sur les mérites respectifs de la philosophie moderne et de la philosophie classique coïncidait avec celui de leurs prédécesseurs, puisque, au moins du point de vue de la philosophie, les imperfections de la naïveté sont beaucoup plus graves que ses avantages. L'opinion a prévalu et prévaut encore en dépit ou à cause de la découverte de l'histoire que la philosophie classique n'a pas posé les questions de caractère réflexif, véritablement fondamentales, qui concernent la subjectivité et qui furent posées avec une clarté croissante au cours du développement de la modernité. L'historien moyen de notre temps n'est pas tant un fils spirituel de Hegel en personne que de l'historicisme du XIXe siècle. L'historicisme suppose que toutes les époques sont pareillement en rapport immédiat avec la vérité, et c'est la raison pour laquelle il refuse de juger la pensée du passé du point de vue de la vérité de notre temps. Son intention est de comprendre la pensée, par exemple, de Platon, exactement telle que Platon l'a comprise lui-même, ou d'interpréter les affirmations de Platon du point de vue non pas de la pensée moderne, mais de la pensée de Platon lui-même. Il est cependant constitutionnellement incapable de mener cette intention à son terme. Il suppose en général, et toute autre chose égale, que la pensée de toutes les époques est également vraie parce que chaque philosophie est essentiellement l'expression de son temps, et il fait de cette supposition la base de son interprétation de la philosophie classique. Mais on ne peut pas comprendre la philosophie classique, laquelle prétendait enseigner la vérité, et non pas simplement la vérité de la Grèce antique, en se fondant sur cette supposition.
En rejetant comme insoutenable la prétention des classiques, sinon comme purement et simplement absurde, l'historicisme affirme tout autant que les Lumières et l'idéalisme allemand que l'approche moderne, car l'historicisme est de l'aveu général caractéristique de la modernité, est fondamentalement supérieure à l'approche classique. L'historicisme donne aussi peu de motivation philosophique à l'effort véritablement historique de comprendre la philosophie classique exactement telle qu'elle se comprenait elle-même que les autres écoles modernes. Selon un point de vue aujourd'hui très populaire, on peut prouver la thèse historiciste par l'évidence de l'histoire. L'histoire est dite prouver que tous les enseignements philosophiques sont relatifs à leur temps. Même s'il en est ainsi, rien ne pourrait en être tiré, puisque la relativité de l'enseignement à son temps est essentiellement ambiguë et ne signifie pas nécessairement une dépendance de l'enseignement par rapport à son temps. Une époque particulière peut avoir été particulièrement favorable à la découverte de la vérité pure et simple. Pour comprendre la philosophie classique, il faut s'y intéresser avec sérieux. Il faut la prendre aussi sérieusement que possible. Mais on ne peut pas le faire si l'on n'est pas disposé à envisager l'éventualité que ces enseignements soient purement et simplement vrais ou qu'elles soient fondamentalement supérieures à la philosophie moderne. Aucun préjugé favorable à des convictions modernes bien aimées ne doit détourner l'historien de donner tout le bénéfice du doute aux penseurs d'antan. Lorsqu'il s'engage dans l'étude de la philosophie classique, il lui faut cesser de prendre appui sur les repères modernes avec lesquels il s'est familiarisé depuis sa plus tendre enfance. Il lui faut apprendre à s'appuyer sur les repères qui guidaient les philosophes classiques. Ces repères ne sont pas immédiatement visibles, ils sont cachés par des amas de poussière et de ruines. Les obstacles les plus évidents, mais en aucun cas les plus dangereux, à une compréhension véritable des classiques sont les interprétations superficielles répandues dans les manuels et dans de nombreuses monographies, et qui semble dévoiler en une formule le mystère de la philosophie classique. Avant de pouvoir utiliser les repères des classiques, il faut les retrouver. Tant que l'historien n'a pas réussi à les retrouver, il ne peut pas manquer de se trouver dans le plus grand désarroi. Il se trouve dans une nuit qui n'est éclairée que par sa connaissance, qu'il ne sait rien, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien. Lorsqu'il s'engage dans l'étude de la philosophie classique, il doit savoir qu'il s'embarque pour un voyage dont il ne connaît pas du tout l'issue. Il a peu de chances d'aborder de nouveau les rivages de notre époque, exactement semblables à l'homme qui les avait quittés. L'absence d'une interprétation adéquate de la philosophie classique vient du manque d'incitation philosophique pour une telle interprétation. Pour la première fois depuis des générations, la prise de conscience de la nécessité d'un réexamen libre de préjugés des principes modernes, un réexamen qui présuppose nécessairement une interprétation adéquate de la philosophie classique, comble maintenant ce manque. Ce qui, à première vue, est simplement le résultat des exigences d'exactitude historique est en fait le résultat de l'exigence d'un réexamen philosophique de nos suppositions fondamentales. S'il en est bien ainsi, l'insistance sur la différence fondamentale entre la philosophie de l'histoire et une différence sur laquelle repose entièrement la philosophie peut très bien, dans la situation présente, être trompeuse, pour ne pas dire dangereuse pour la philosophie elle-même. 2. À partir de cet examen du critère par rapport auquel il faut juger les ouvrages contemporains sur la philosophie classique, nous pouvons maintenant passer à l'ouvrage de Wilde sur la doctrine platonicienne de l'homme. Il est immédiatement évident que pour Wilde lui-même, quels que puissent être les doutes de certains de ses lecteurs, la querelle des anciens et des modernes n'existe plus. Il la considère comme définitivement résolue en faveur des classiques. Après s'être débarrassé de cette question fondamentale, qui en tant que telle est une question théorique, il peut, en se fondant sur l'enseignement classique, poursuivre une visée pratique ou politique. Cela conduit à de dangereuses conséquences. L'enseignement des classiques ne peut pas avoir d'effet pratique immédiat parce que la société d'aujourd'hui n'est pas une police. Il ne suffit pas de dire que l'homme est toujours le même et qu'il n'y a pas de différence entre la société moderne et la société qu'envisageaient les classiques, si ce n'est que la première est plus compliquée que la dernière ou que la différence entre elles n'est qu'une différence de taille. Car même si c'était le cas, les classiques eux-mêmes considéreraient la taille comme un caractère d'une importance cruciale pour déterminer une société. Pour entrer un peu plus dans le détail, il est vrai que l'enseignement de Platon à propos de la tyrannie est indispensable pour la compréhension du totalitarisme d'aujourd'hui, mais on méconnaîtrait ce phénomène contemporain si on l'identifiait purement et simplement avec la tyrannie d'antan. Qu'il suffise ici de remarquer que le totalitarisme d'aujourd'hui est essentiellement fondé sur des idéologies et en dernière analyse sur une science vulgarisée ou dévoyée, tandis que la tyrannie ancienne ne reposait pas sur un tel fondement.
dans la mesure où il y a des différences essentielles entre la société moderne et la société qu'envisageaient les classiques, l'enseignement classique ne peut pas être immédiatement applicable à la société moderne. Il faut donc faire en sorte qu'il lui soit applicable, autrement dit, il doit être modernisé ou défiguré. Wilde n'est pas sans avoir conscience du danger auquel il s'expose. Il ouvre son livre par la déclaration suivante. Ce livre n'est pas une tentative pour exposer l'ensemble de la philosophie de Platon, ni même une simple partie de sa philosophie à la manière dont on entend souvent une présentation historique. Son but n'est pas tant de révéler la pensée de Platon que de révéler la nature de la culture humaine et sa perversion, en utilisant comme guide Platon, le philosophe. Bien qu'un tel dessein puisse sembler étranger à une certaine version de l'histoire entendue comme une recherche d'amateurs d'antiquité, je suis certain qu'il ne paraîtrait pas étrange à Platon. Assurément, Platon considérait la question philosophique du meilleur ordre politique comme infiniment plus importante que la question historique de savoir ce que cet individu-ci ou celui-là pensait du meilleur ordre politique. Partant, il n'écrivit jamais de livre sur les théories sur l'homme, édifiées par d'autres hommes. Mais il est également certain qu'il aurait préféré une investigation historique adéquate à une investigation philosophique inadéquate. Il vaut mieux faire comme il faut une tâche modeste que mal faire une grande tâche. Wilde se serait plus approché de l'esprit de l'indifférence ou même du mépris de Platon pour la vérité seulement historique s'il avait exposé en son propre nom sa propre philosophie de la culture, ou si, suivant l'exemple de Sir Thomas More, il avait écrit une imitation libre de la République, c'est-à-dire s'il avait pris la responsabilité de l'enseignement et s'il n'avait donc pas cherché refuge derrière le bouclier de l'éblouissante autorité de Platon. Rien ne l'aurait empêché de souligner à chaque occasion tout ce qu'il avait appris de Platon.